retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Petit changement de programme, au lieu de retrouver Antoine Fraisse-Soulier, c'est Market Movers, eh bien nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance Christopher Dembig. Bonjour Christopher. Bonjour. Merci beaucoup Christopher d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la recherche macro chez Saxo Bank. Christopher, cette semaine est placée sous le signe de la macroéconomie. Ce matin encore, des données sont tombées sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation en France. L'indice des prix à la consommation en France augmente au mois d'août. Hier, les bourses ont fini sur un sentiment contrasté suite à la publication de données sur l'inflation en Allemagne et en Espagne. En Allemagne, l'inflation a reculé moins que prévu. En Espagne, elle a progressé plus que ce que l'on estimait et plus que par rapport au mois précédent. Est-ce que, malgré le fait que Christine Lagarde ait dit la semaine dernière qu'elle allait sortir la tête des données, tout ça nous fait dire quand même malgré tout que la BCE va augmenter ses taux au mois de septembre? Alors c'est un peu compliqué de savoir si la BCE va augmenter ses taux parce que finalement d'un côté on a bien évidemment cette résurgence de l'inflation et on savait que l'inflation resterait volatile. Par exemple en Allemagne on va voir le sujet des hausses de salaire qui commencent à être à des niveaux records qui vont bien sûr alimenter une éventuelle boucle prix-salaire qu'il faudra surveiller. Mais force est de constater que de l'autre côté on a aussi le pan croissance qui est plutôt très négatif. On a eu des indicateurs PMI, alors première estimation pour le mois d'août qui était vraiment très mauvais et qui laissait augurer potentiellement une récession à partir du troisième trimestre en zone euro. Donc pour la BCE, il va falloir faire un arbitrage. On peut tout à fait avoir au mois de septembre une pause. Ce sera assez légitime parce que vraisemblablement, il faudra avoir un peu plus de données macroéconomiques pour savoir si on doit poursuivre et surtout à quel rythme on doit poursuivre la hausse des taux. Mais la réalité, c'est que la BCE est surtout dans une situation beaucoup plus compliquée que d'autres banques centrales occidentales où vous avez ce mix à la fois inflation et croissance et on sait très bien qu'on ne peut pas atteindre les deux objectifs. On ne peut pas soutenir la croissance et lutter contre l'inflation. La Banque d'Angleterre est à peu près sur la même problématique, mais ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et donc effectivement, ça va être très compliqué. Mais une pause pourrait être tout à fait légitime afin d'avoir plus de données, savoir si on est sur effectivement un ralentissement qui pourrait se transformer en contraction d'activité et si l'inflation qui ressurgit est un phénomène durable ou pas. Ok, très clair. Du coup, par la force des choses, quand on analyse, quand on décompose l'inflation en Allemagne, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que l'inflation sous-jacente continue à se renforcer, continue de se renforcer ou au contraire, malgré tout, par la force des choses, ça diminue? Non, si on regarde dans la plupart des pays européens, effectivement en Allemagne, on a quand même des signaux très positifs sur l'inflation sous-jacente et vous avez raison de mentionner cet aspect puisque c'est ce que regarde la BCE de très près. L'Espagne est par exemple un très bon exemple où on a une inflation sous-jacente qui commence à diminuer, donc c'est plutôt positif à cet égard. Mais il faut être aussi quand même très prudent puisque malgré tout, on a des sursauts de l'inflation qui peuvent survenir, l'énergie peut être un facteur, on peut avoir beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du prix des matières premières également, donc plusieurs facteurs peuvent créer cette forte volatilité. Dans tous les cas, ce sur quoi on est d'accord, c'est qu'on n'aura probablement pas une inflation qui va être durablement stable, proche de 2% en zone euro. Ça va rester volatile, on va peut-être être sur un rythme de croisière de 3%. Et maintenant, il faut savoir si ça se stabilise à ce niveau-là ou pas, ce qui permettrait à la BCE d'avoir plus de latitude sur d'autres éléments, éventuellement la croissance. Ok, Christopher, avant de rentrer de poursuivre le fil de votre intervention, c'est la première fois que vous venez sur notre plateau, en tout cas avec moi. J'en suis très honoré et très ravi. J'aimerais connaître votre avis sur ce point-là qui commence à agiter, qu'on commence à revoir régulièrement, cette cible de 2% fixée, de taux d'inflation fixé par la majorité des banques centrales de la planète. Selon vous, il doit être revu à la hausse? C'est pas si simple que ça. Il y a ce débat effectivement qui est là depuis à peu près un an et demi. De plus en plus. Mais on voit que le politique commence à s'intéresser dans ce sujet. Je voyais ce matin que du côté britannique, certains membres du Parlement militent pour une cible au-delà de 2%. Donc force est de constater qu'indéniablement, ça va être un vrai sujet. La logique voudrait qu'effectivement, on aille sur une cible plus élevée, puisqu'on sait très bien que ça va être très dur de renouer avec 2%, et que dans tous les cas, il y a des éléments structurels qui font que l'inflation sera probablement supérieure à 2% sur la longue durée. La première question, c'est est-ce que c'est opportun de le faire à ce moment-là, maintenant, alors que foncièrement, il n'y a pas de désancrage des anticipations d'inflation. On voit par exemple aux États-Unis que ça commence à refluer. En zone euro, c'est pas non plus à des niveaux qui sont préoccupants. Donc c'est peut-être pas le moment opportun en pleine crise de modifier cet élément-là, surtout quand on est sur un phénomène de décélération de l'inflation. En revanche, on pourra probablement ouvrir le débat lorsque ça commencera à se stabiliser, mais c'est plutôt un débat de 2024 que 2023. Et d'ailleurs, les banquiers centraux ont été assez clairs. La plupart
évacuent ce sujet-là, considérant que c'est pas opportun à ce moment-là, et je pense qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche. On a eu un papier de la Réserve fédérale de Philadelphie qui a été publié il y a une semaine de cela. Qui milite pour une hausse. Exactement, qui milite pour une hausse. Donc, indéniablement, sur l'aspect académique, on peut travailler, et il y a certainement beaucoup d'éléments qui pourraient militer en faveur de cette hausse. Du point de vue plutôt débat public, message aussi envoyé aux agents économiques, c'est probablement pas opportun de le faire en ce moment. Ok, très clair. Ok, merci Christopher pour cette précision. On va poursuivre donc le fil de votre intervention. On va s'intéresser à l'Allemagne. L'Allemagne, donc, probablement ancienne locomotive de la zone euro, pour plein de raisons, probable entrée en récession, très proche d'être entrée en récession, baisse de la production industrielle, une consommation intérieure atone, concurrence de plus en plus féroce de la Chine, même si on s'intéressera au cas de la Chine juste après, le spectre de la désindustrialisation qui commence à hanter les dirigeants de PME, une extrême droite de plus en plus radicale qui gonfle dans les sondages. Est-ce que, Christopher, on assiste à la fin du modèle économique allemand, porté notamment par la mondialisation et l'exportation de son savoir-faire? Oui, on est indéniablement sur une crise de modèle. Il y a assez peu de doute cela. Il y a deux éléments. Il y en a un que vous avez mentionné à juste titre. Je vais passer sur le premier qui est un peu plus rapide. C'est qu'effectivement, finalement, les années Merkel, ça a été des années de très bonne gestion. À part la question démographique qui a été gérée, foncièrement, on a été sur des années de gestion. On n'a pas préparé l'avenir. Et là, ça me permet de faire la transition sur le deuxième aspect. Vous avez mentionné la dépendance au secteur, bien sûr, automobile. C'est à peu près 15% de contribution au PIB, donc c'est extrêmement massif. Le problème du secteur automobile, c'est qu'il a effectivement cette concurrence avec les véhicules électriques sur le nouveau positionnement comme en avant chinois. Mais c'est surtout que derrière cela, c'est pas uniquement cette concurrence-là, c'est qu'une grande partie de la R&D aujourd'hui en Allemagne, la R&D en Allemagne, en termes de pourcentage du PIB, c'est tout à fait honorable. Mais quand on regarde du point de vue sectoriel, une grande partie de cette R&D est captée par le secteur automobile. Ce qui veut dire que foncièrement, on a tout un pan d'innovation, notamment dans le numérique, où finalement, qui ne se fait plus, où on n'a strictement aucune innovation qui soit notable avec des phases industrielles derrière cela. Donc, le recentrage de cette économie allemande va prendre beaucoup de temps. Je me souviens, j'avais écrit un papier avant Covid en 2019 sur le sujet pour des clients. Donc, il n'y a rien de complètement nouveau avec cela. Simplement, la Covid a accéléré et indéniablement, en un an, on voit la concurrence des véhicules électriques chinois qui est incroyable. Mais force est de constater que ça va être très dur de prendre à bras le corps ce sujet. Pour une simple et bonne raison, ce n'est pas une question financière, puisque l'Allemagne a la capacité de rebondir. C'est pour ça que je ne vois pas l'Allemagne comme homme malade de l'Europe. Ça me paraît totalement incohérent. En revanche, du point de vue du débat public, on voit très bien que c'est très difficile d'aborder ce sujet. On voit que ça commence à émerger au niveau de la classe politique, mais vous avez aussi toute une partie de la classe politique qui est aujourd'hui aussi au pouvoir, qui milite pour des consolidations budgétaires, donc pour simplement business as usual, sans prendre en compte qu'il va falloir investir à un certain stade, être moins dépendant du secteur automobile. Et ça prend énormément d'années. On le voit en France, on essaye de faire ça sur d'autres sujets, diversifier son économie dans des segments d'innovation avec une Chine qui a des mesures qui sont souvent de dumping via des subventions, typiquement dans le secteur des véhicules électriques, ça va être quand même très compliqué pour les Allemands de rebondir. Mais indéniablement, on n'est pas sur un scénario Royaume-Uni dans les années 70 qui était dans une situation catastrophique. Simplement, il va falloir que le débat public s'empare de ce sujet et ça va prendre un certain temps. Donc il faut politiser l'économie. Il faut politiser l'économie parce qu'aujourd'hui, si on est très objectif, bien évidemment, le secteur privé a énormément de latitude, mais il faut être conscient de la manière dont le business se fait. Aujourd'hui, en Chine, le secteur privé contribue simplement à 40% à l'économie. Donc ça veut dire que grosso modo, vous avez tout un gros pan public et le secteur privé chinois est quand même très nettement aussi subventionné par le secteur public. Ils n'ont pas les mêmes règles concurrentielles que nous, Européens. On n'a pas les mêmes règles concurrentielles que les Américains d'ailleurs également. Et on est certainement un peu naïf à ce sujet-là. Et donc il faut un État qui permette finalement, qui facilite, un rôle de facilitateur, qui ne prenne pas le relais du secteur privé, mais qui facilite en ayant des subventions, en baissant éventuellement la fiscalité, ce qui est en train d'être fait dans différents pays. Mais il faut aller certainement au-delà et surtout en orientant la recherche, qui est le vrai sujet aujourd'hui, où finalement on voit que c'est, notamment en Europe, on est très à la traîne. On a beaucoup de communication, mais par exemple sur un thème comme l'intelligence artificielle, foncièrement, qu'est-ce qui a été fait, notamment là, en France depuis 2018, puisque la France est un pays moteur à avoir une stratégie dans ce domaine-là, très peu depuis 2018. En Chine, en revanche, vous avez tout un pan qui aujourd'hui arrive à avoir des applications très intéressantes, les États-Unis indéniablement, avec beaucoup de recherche publique derrière. Alors il y a un pendant négatif, c'est les déficits publics qui vont inévitablement se creuser du coup par la force des choses. Alors, on ne peut pas exclure indéniablement qu'on aura un accroissement de déficit public. En Allemagne, c'est pas vraiment un problème. Non, heureusement pour eux. En France, c'est un autre sujet. Alors, la manière idéale, c'est la croissance, mais je suis très sceptique sur ça, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on essaye de voir où est-ce qu'on pourrait améliorer la croissance, et à part des rebonds qui sont essentiellement liés à des effets de base, par exemple Covid, on n'arrive pas à avoir une croissance plus étoffée. Donc il faut être très réaliste. Il faut certainement accepter un déficit qui soit plus large, mais en revanche, ça n'exclut pas de faire des arbitrages. Et c'est une problématique très européenne. En Europe, on
soit être les meilleurs dans toutes les thématiques. On l'a vu avec les plans de relance post-Covid, on va être bon sur toute la chaîne de la transition écologique. La réalité, il faut choisir ses combats. Certains, on en perdra, mais il faut arbitrer pour éviter justement des gaspillages d'argent public. J'ai en tête un chiffre qui était sur le plan de relance français. On avait budgété, je crois, 100 millions d'euros sur l'hydrogène, ce qui est infime par rapport à ce qui se fait au niveau international. Indéniablement, je ne vois pas comment on peut avoir une stratégie. C'est pas 100 milliards, vous vous trompez. Non, 100 milliards peut-être, oui, 100 milliards. Ça me semble 150 millions ce matin, il y a un chiffre qui est tombé. Voilà. Mais ce qui reste très très faible par rapport à ce qui est fait par exemple aux États-Unis. Sur 7 ans, sur 8 ans. Exactement, avec beaucoup débouclages, etc. Donc, alors que les plans de relance qui étaient faits notamment aux États-Unis, et on le voit très bien aujourd'hui dans le secteur manufacturier, ont eu un effet direct sur l'économie qui est très très positif. Donc, il faut choisir ses combats et on ne peut pas tous les gagner, surtout dans des périodes de transition comme aujourd'hui. Effet positif sur l'économie de ces relances américaines, on va voir qu'elles ont aussi également des effets négatifs et notamment sur la croissance mondiale. Ouais. On verra ça dans la fin de votre intervention si vous le voulez bien. Christopher, on va rebondir ce matin sur les données qui ont été publiées. Alors, on parlait donc de la fin du modèle économique allemand, on peut parler également de la fin du modèle économique chinois, basé sur à la fois les exportations mais aussi sur la demande intérieure. On voit que la demande intérieure est complètement atone sur un marché de l'immobilier qui représente 15% du PIB, je crois, le contributeur à 15% du PIB chinois qui est en plein marasme. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'également on peut parler de fin du modèle économique chinois? Oui, là il n'y a aucune contestation. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord sur ce sujet. C'était un peu une mort lente dans le sens où le péché originel c'était 2008-2009, lorsque pour éviter la récession, la Chine a ouvert les écoutilles du crédit et très rapidement ils se sont rendus compte finalement que ça a entretenu des bulles puisque à partir de 2010, on a essayé d'avoir des mesures pour réduire ces bulles, mais indéniablement vu l'ampleur, c'est très très compliqué même dans une économie qui est très contrôlée. Aujourd'hui, on s'est rendu compte de manière extrêmement claire et la Covid est passée par là en tuant la consommation pendant 2 ans et demi qu'on n'aura pas de rééquilibrage du système économique chinois dans l'immédiat. Donc c'est un système qui va compter sur les exportations, mais ça veut dire il faut aussi que les acteurs, les acheteurs de la Chine acceptent de continuer d'acheter, c'est-à-dire européens et américains. Alors sur les 3 dernières années, l'Europe a été plus dépendante à la Chine, mais vu le contexte géopolitique, vu également les risques de récession en zone euro, ça va certainement être compliqué pour la Chine. Donc on est vraiment sur la fin d'un modèle, et ce qui est assez compliqué pour la Chine, à l'inverse par exemple de l'Allemagne, où il y a des solutions, en tout cas qui sont accessibles, sur la Chine, il n'y a pas de bonne solution. Dans ce contexte-là, on devrait mettre plus d'argent public sur la table, mais qui dit que ça ne va pas alimenter de nouvelles bulles? C'est très très dur à canaliser. La Chine a essayé pendant de très nombreuses années de canaliser les investissements, mais on voit que c'est très compliqué. Vous avez quand même tout un pan de l'économie qui n'est pas du tout productif, qu'il faudra un jour faire disparaître. Et ça nécessite du temps. Et on a aussi des signaux qui sont un peu négatifs pour nous économistes qu'on surveille. Par exemple, la décision de ne plus publier le taux de chômage des jeunes, c'est quand même un mauvais signal. Moi, ça me rappelle des pays comme l'Argentine ou encore le Venezuela, quand c'était très négatif, on décidait d'arrêter de communiquer. Donc ça veut dire aussi que certainement, la Chine a conscience que ça va être très très compliqué. Il n'y a pas de bonne solution. Et donc, dans tous les cas, on va être sur un ajustement fin de la politique, au moins à court terme, notamment politique monétaire et budgétaire, sans plan de relance massif. Je doute que ce soit donc on exclut le plan de relance massif, même si les autorités continuent de communiquer sur le fait qu'elles vont demander aux banques d'accorder de plus en plus de crédit, etc. Ça ira pas plus loin en fait. Non, on ne sera pas sur les travaux. Exactement, on ne sera pas sur les ampleurs qu'on a connues bien sûr 2008-2010 qui étaient vraiment extraordinaires, ou même 2015 après la triple dévaluation du yuan, on avait vu qu'en termes de crédit ça avait fortement augmenté. On va être plutôt sur des mesures d'ajustement. On va colmater les brèches, notamment on l'a vu avec Country Garden qui a annoncé hier ou avant-hier un autre promoteur immobilier gigantesque, des pertes énormes. Donc on va colmater les brèches pour éviter que tout s'effondre et qu'on soit sur un effondrement contrôlé. Je suis convaincu que ce sera un effondrement contrôlé, mais évidemment ça prend du temps et on le voit sur le secteur de l'immobilier, ça va prendre encore plusieurs années. Il y a une statistique qui est sortie, qui est extrêmement intéressante, sortie ce week-end, probablement que vous économistes vous la connaissiez, mais c'est la dette rapportée au PIB, le poids de la dette. Alors 25% selon les FMI en février, finalement ils reviennent sur ce qu'ils disent que c'est peut-être 150%, et ce à cause des gouvernements régionaux qui ont utilisé un véhicule qui est un véhicule hors bilan, donc qui permet d'être caché d'une certaine façon. Vous confirmez, vous êtes d'accord avec ça? Alors, je n'aurais pas d'éléments sur le chiffre, sur l'ampleur, ça me paraît pas non plus incohérent. En revanche, sur la mécanique, c'est très clair. LGV, tout à fait. Et la mécanique est claire, c'est-à-dire que
À partir des années de 1994, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu un mouvement qui était fondamental, c'est que le gouvernement central a décidé de récupérer toutes les recettes et les gouvernements locaux ont eu assez peu de marge de manœuvre. Donc ils ont peu dépensé, ils ont eu des difficultés à mettre en place cela. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec la Covid, et c'est justement ça corrobore le chiffre du FMI, en tout cas l'estimation du FMI, on a eu un mouvement de marche arrière où là on a ouvert les écoutilles pour que les gouvernements locaux puissent effectivement s'endetter autant que nécessaire pour faire respecter la politique zéro Covid, ce qui fait que l'endettement a fortement augmenté alors qu'il était finalement assez réduit avant Covid pendant quasiment plus de 20 ans, même 30 ans où on a eu une période d'ajustement à cet égard. Donc c'est assez cohérent et bien évidemment il faut aussi regarder la dette privée puisque c'est toujours le sujet. Alors bien sûr il y a le taux d'épargne des Chinois qui est très élevé, c'est positif sur l'aspect dette mais c'est négatif sur la croissance. Mais effectivement aussi on a une question de dette privée où on a beaucoup de hors-bilan aussi sur les grandes sociétés, pas uniquement les petites sociétés, les grandes sociétés chinoises. Donc il y a un mur de la dette qui est difficile à complètement percevoir parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais on sait qu'il est là et ça va être aussi extrêmement compliqué à un certain stade. Et comment ça pourrait se matérialiser sur les marchés financiers, ce mur de la dette, si un jour cette bulle explose par la force des choses? Alors je reste assez convaincu que on sera sur un ajustement de la Chine qui sera contrôlé avec beaucoup d'à-coups comme cet été. L'effondrement contrôlé. Exactement, avec des à-coups comme on a pu connaître cet été, ce qui veut dire qu'indéniablement pour les marchés, les à-coups il faut les colmater, mais malgré tout si on regarde fondamentalement les marchés financiers, ils restent quand même essentiellement influencés par ce qui va se passer sur le long terme aux États-Unis. La Chine a un rôle peu important du fait de l'ouverture aussi des marchés financiers chinois qui est limitée, l'exposition des investisseurs et typiquement des épargnants etc. européens à la Chine est quand même très très réduite. C'est assez rare qu'on insiste sur le fait d'avoir des opportunités en Chine ou en tout cas de manière extrêmement limitée. Donc le marché chinois et toutes les perturbations qui existent autour de la macroéconomie chinoise auront à mon avis une influence qui sera finalement plus des épiphénomènes, des accidents de marché qui peuvent survenir qu'un bear market par exemple lié pour ça. Très clair, comme on l'a vu dernièrement avec les premières statistiques en provenance de Chine, qui expliquaient que l'économie était plus que moribonde et le luxe en France en a pâti. Exactement. Mais c'était un épiphénomène comme vous l'avez très bien dit. Christopher, une dernière question, tout ça, fin du modèle économique allemand, alors non, c'est pas la fin du modèle économique allemand, mais un réajustement. Par contre, le modèle économique chinois, oui, tous plus que fort. Ceci étant, est-ce qu'on peut mettre en exergue la fin de la globalisation des années 90? Que c'est ça finalement le cœur du problème, c'est-à-dire que finalement, on assiste, il y a moins de flux entre les continents, il y a plus de régionalisation. C'est ça. Les grandes économies se replient sur elles-mêmes. J'en veux pour preuve l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, qui relance l'économie. L'économie américaine est résiliente, notamment grâce à ce plan, mais par la force des choses, ils achètent qu'américains. Donc même si les produits étrangers sont de meilleure qualité, ils ne les achètent pas du coup. L'économie mondiale court un risque. Pareil pour l'Europe avec le CHIPS Act sur les microprocesseurs. Par la force des choses, est-ce que globalement, on peut dire que on assiste à la fin du modèle économique des années 90, la fin de la mondialisation, fin de la globalisation, et si c'est le cas, vers quel modèle on tend? Oui, indéniablement, il avait été un peu amorcé avant Covid, puisque vous aviez des papiers de la Banque mondiale, je me souviens en 2016, qui le mettaient en avant, mais c'est vrai que la Covid, sur plein d'éléments, a été un phénomène accélérateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que, vous l'avez mentionné, on est indéniablement sur une régionalisation. Certains acteurs, quand même, malgré tout, restent convaincus qu'il y a, en tout cas, le logiciel des années 80-90 n'est pas complètement perdu. Si vous regardez les Européens, malgré tout, c'est peut-être ceux qui sont encore les plus naïfs sur cette forme de mondialisation. Parce que notamment, pour donner un exemple très clair, même si ça reste très compliqué, sur les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, entre le discours et la réalité aujourd'hui pour les Européens, on est très loin d'avoir atteint les objectifs. Alors bien évidemment, par exemple, sur les terres rares, il y a des sujets qui sont difficiles. La réalité du terrain est difficile à combattre. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on va aller sur une régionalisation qui va s'accentuer, avec peut-être l'Europe qui sera un peu le dernier combattant à avoir en partie un logiciel un peu plus des années 80-90. C'est pas complètement négatif cette régionalisation. On voit que les Chinois par exemple, ou en tout cas les Asiatiques plus globalement le font très bien. On l'a vu Samsung par exemple, qui est un bon exemple, où ils avaient notamment profité beaucoup du Vietnam pour délocaliser une grande partie de leur production.
production. Initialement, ils étaient plus en Chine, ils ont profité de la baisse des coûts et de la montée en gamme aussi du travailleur vietnamien. Donc c'est plutôt bénéfique, ça va aussi permettre aussi d'enrichir certains pays qui étaient plus en arrière-plan de la mondialisation. Après, bien évidemment, on sait qu'il y aura toujours des éléments qui sont négatifs, mais fondamentalement, ce qui va être essentiel dans cette nouvelle phase qui se met en place, c'est sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Alors la Covid l'a montré, mais la réalité, c'est qu'en tout cas, vu les objectifs qu'on se met en face en termes de transition, il va falloir sécuriser ces approvisionnements en matières premières globalement, plus le changement climatique qui perturbe très nettement dans de nombreuses zones. On le voit sur beaucoup de matières premières aujourd'hui, des fluctuations à cet égard. Donc ça va être l'enjeu principal. Je trouve que les États-Unis le font de manière intelligente avec un État très interventionniste et qui subventionne au maximum. Ils ont les moyens de le faire. L'Europe est dans un entre-deux. On voit qu'il y a ce débat, mais qui n'arrive pas à l'emporter, où on pense que finalement, malgré tout, on doit compter sur nos partenaires aussi pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. À mon avis, il faut plutôt avoir l'approche américaine qui est très réaliste et qui est aussi une approche qui est extrêmement très coûteuse. Et il faut accepter de sortir temporairement, alors les États-Unis sont sortis depuis longtemps de cette thématique-là, mais au moins pour les Européens, de sortir temporairement des questions de finances publiques. Mais en même temps, les Américains, ce qu'ils ont été très intelligents, c'est qu'ils ont fait des choix industriels. Et c'est ce qui nécessite. Et certainement, il y aura des erreurs sur ces choix industriels, mais ils ont fait quelques choix industriels qui sont pertinents certainement et qui seront des succès. En tout cas, à l'instant T, on le voit très bien dans les créations d'emplois, création de richesses, investissements, etc. Ça fonctionne aujourd'hui. Ok, vous dites sortir des questions de financement public. En gros, donc on revient sur cette question, le déficit public. Il faut le creuser pour l'instant tant que... Il faut le creuser. Il y avait le débat qui était avant Covid où on souhaitait... transition en fait en réalité. C'est ça, de l'investissement qui soit sorti du calcul de ces fameux 3%, qui peut être tout à fait pertinent. Après, il faut choisir quel type d'investissement, bien évidemment, et pas que ce soit un fourre-tout comme c'est malheureusement souvent le cas, mais des investissements très précis pour certains secteurs d'activité. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des finances publiques qui vont exploser, simplement il faut choisir ses batailles. Ok, c'est ce qu'a dit la Commission européenne en substance. Elle a dit on laisse filer le déficit pour l'instant, exactement. Mais par contre on veut des projets précis et que ce ne soit pas dirigé vers tout le monde. Une dernière question, Christopher, qui n'avait pas été préparé. Vous avez parlé de Terra, vous avez parlé d'Europe. Il y a le problème au Gabon, ce coup d'État au Gabon. On a vu, et les valeurs minières, Eramet en particulier, qui ont chuté littéralement près de 17% hier. Ça peut être pire selon vous? Comment est-ce qu'on peut se réorganiser? Est-ce que ça va participer justement à cette relocalisation des sociétés minières? Comment est-ce qu'on peut anticiper les futurs mouvements sur... Alors, il y a deux sujets très rapides. Le premier, c'est qu'effectivement, le risque géopolitique, je vais être très franc, on ne peut pas l'aborder. Alors, j'ai vu certains de mes collègues qui ont dit oui, mais ça aurait pu être évité. Oui, mais la réalité, c'est que vous avez besoin de ces terres rares, vous avez besoin de ces matières premières qui sont très souvent dans des pays à risque. Ou en tout cas dans des pays pas particulièrement systématiquement amicaux comme la Chine. Ça, on ne peut pas lutter contre cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est effectivement essayer de sécuriser ces chaînes d'approvisionnement. Ça va prendre du temps. Par exemple, si on regarde sur le cobalt, qui est essentiel dans le terme de la transition énergétique, le principal producteur de cobalt aujourd'hui, c'est en tout cas la République démocratique du Congo. Il n'y a pas énormément d'alternatives, mais on peut diversifier un tout petit peu. Mais il faut en tout cas essayer de sécuriser au maximum. Et surtout pour Européens, la réalité, c'est qu'on peut, sur certaines terres rares, avoir de la production en Europe, potentiellement, si on accepte un coût supérieur. Mais personne n'acceptera la pollution qui est liée. C'est ça, parce que le sous-sol européen est extrêmement riche en terres rares. Complètement. C'est ça. Mais, il y avait dans le débat pendant la présidentielle, ça a été évoqué. Exactement. Mais la réalité, c'est qui accepte aujourd'hui la pollution à sa porte liée à la production, à l'exploitation de terres rares. Je crois qu'aucun Européen acceptera ça. Et encore moins le coût qui sera lié. Donc il n'y a pas de bonne solution. En tout cas, il n'y a pas une solution de rapatriement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. Vous dites sécuriser les chaînes d'appro, mais en fait, en réalité, sur les terres rares, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il faut accepter le risque qui, d'ailleurs, ou pas systématiquement, le cobalt est en train de chuter, par exemple, mais le risque qui peut être pricé au niveau des terres rares. Donc l'inflation, finalement, par la force des choses, sur certains composants, c'est inévitable aujourd'hui. C'est inévitable. Ouais. Très clair. Merci beaucoup, Christopher, d'avoir été avec nous ce matin. Christopher Dembicq, directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. On marque une courte page de publicité. On retrouve Antoine Fraisse-Soulier et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.